Donc, on dit, les Chinois ont accusé les Américains d'avoir une dette si mal en point que finalement, ils avaient un taux d'appréciation, un taux de certification très mauvais, qui était à peu près aussi bon que les magasins Costco. Okay? Donc, évidemment qu'on donne des cotes comme ça, des cotes de crédit. Hein, et puis, on dit que la cote de crédit des États-Unis est extrêmement mauvaise. Extrêmement mauvaise. Donc, allez voir ces trucs-là. Ensuite, vous savez, la Chine qui a dévalué le pouvoir d'achat américain de 30%. Alors, ça, c'est évidemment le manque de balance, là, si vous voulez, des échanges entre la Chine et puis les États-Unis. Évidemment qu'on a tout un problème ici de déficit d'un côté. Donc là, vous avez cet article à propos de ça. Vous avez le Standard & Poor's qui a averti que la cote de crédit des États-Unis était pour descendre. Alors, ça aussi, là, c'est pas de très bon augure, n'est-ce pas? Et c'est un autre article ici qui vient du Telegraph qui parle de l'Angleterre qui pourrait se diriger vers un autre crash. OK? En fait, un autre, c'est parce que ça risque d'être tellement pire que le premier n'a même pas l'air d'un crash. On dit, selon Simon Effer, lui, qu'on ne peut pas repousser indéfiniment, justement, cette prise de conscience qu'on doit vivre à l'intérieur de ces moyens. Alors, bien sûr que c'est bien beau de penser ça, de vivre à l'intérieur de ces moyens, mais quand on habite, hein, quand on vit sous un système qui fonctionne avec le crédit, qui est basé sur la dette et qui fonctionne en pyramide de Ponzi, ben ça va être très difficile d'y arriver. Ça, c'est évident. Parce que n'importe quelle nation qui fonctionne avec une banque centrale privée, qui, elle, imprime l'argent avec intérêt, évidemment, se dirige vers un crash à court ou à long terme. Il peut avoir un certain délai, mais il n'y a aucun échappatoire possible. C'est la destinée même de ce système-là. Il est bâti en tant que tel de cette façon-là. Donc, vous devez comprendre que toutes les banques privées centrales fonctionnent comme des pyramides de Ponzi. Donc, vous savez, aussitôt que vous avez ces premiers billets qui rentrent en circulation, il y a plus d'argent qui est dû à la Banque centrale qu'il en existe. C'est ça la trappe. Donc, peu importe combien d'argent nouveau est créé pour emprunter des fonds, la dette va continuer de s'accumuler, va continuer d'excéder le total de l'argent qui est en circulation. Le système est fait de cette façon-là. Donc, pour éviter des effondrements, vous avez besoin de nouvelles générations d'emprunteurs qui doivent être trouvés pour justifier la création de nouvel argent qui ensuite circule à travers le système pour payer les intérêts sur les anciens emprunts. Si vous avez suffisamment d'emprunteurs, eh bien, à ce moment-là, vous allez être capable de fournir assez d'argent pour le sommet de la pyramide. Mais si vous n'en avez pas assez, eh bien là, vous avez cette pyramide-là qui s'écroule, qui s'effondre. Alors, au fur et à mesure que vous avez de moins en moins d'emprunteurs, les banquiers, les gouvernements doivent travailler ensemble pour forcer les gens à s'endetter encore plus davantage, plus profondément. Alors, par exemple, vous avez les gouvernements qui vont couper dans les programmes sociaux, dans l'aide financière pour l'école, ce qui va forcer les étudiants, comme en Angleterre, vous savez, ça a fait rage pendant plusieurs semaines, hein, parce qu'on voulait augmenter, doubler, tripler les frais de scolarité. Alors, ce qui va arriver, c'est que là, ces étudiants-là vont être obligés d'emprunter de l'argent pour étudier et s'endetter tellement que lorsqu'ils finissent leur étude, ils doivent tellement d'argent que la plupart d'entre eux doivent faire banqueroute ou assumer ces dettes-là pendant 10-15 ans après qu'ils soient sortis de leur étude. C'est pas incroyable? Donc, voilà quoi. Donc, c'est ça qui arrive. Là. Après ça, vous vous retrouvez dans votre boîte à mal des lettres à la tonne par des compagnies de cartes de crédit qui aimeraient ça, eux autres, là, que vous fassiez partie de leur compagnie. Donc, on vous offre du crédit un peu partout. On essaie de vous accrocher à la dette. Simplement. Après ça, un coup que vous êtes bien accroché à la dette, ben là, à ce moment-là, on peut vous faire ce qu'ils veulent. C'est pas plus compliqué. Donc, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, bien sûr que nous sommes tous en direction d'un crash. Parce que nos nations sont dirigées par des banques privées, des banques centrales privées. Donc, ça peut avoir l'air d'une banque centrale contrôlée par le gouvernement, mais c'est pas le cas.
Les États-Unis ont eu 3 de ces genres de cancers dans l'économie, puis les 3 les ont apportés sur le bord de la mort économique. Heureusement, dans les 2 premiers cas, il y a eu des leaders de courage et de principe qui ont compris que le problème était réellement ces banques centrales privées et ont été capables de mettre fin à cette gestion par les banquiers privés juste à temps pour sauver la nation. La 3e a été créée en 1913, la Banque fédérale, la Fed aux États-Unis. Et puis elle, depuis ce temps-là qu'elle fonctionne, est en train de complètement appauvrir, jeter les États-Unis à terre. Vous avez des gens comme ça. Andrew Jackson, c'est un président des États-Unis, dans l'histoire des États-Unis, qui a fermé la 2e banque des États-Unis, la 2e banque centrale des États-Unis. Donc ça fait partie de l'histoire des États-Unis. Vous avez des gens comme ça qui étaient conscients du cœur, de la gangrène du système, et qui s'y sont attaqués directement, et même qui ont mis leur vie en danger. Ils ont joué leur vie pour ça, pour se dédier à défaire ces banques centrales-là. Quand même assez incroyable. Vous devez comprendre que ce système-là est mis en place pour justement s'accaparer des richesses de la planète, des richesses de la population, des richesses des pays. Et puis là, j'en ai parlé moi aussi encore à plusieurs reprises sur des émissions précédentes. Écoutez, ce n'est pas des nouveaux sujets que je vous apporte là, sauf que vous voyez que ça se confirme avec le temps. Ce qui arrive, c'est que vous avez, par exemple, la Conservation Bank, International Conservation Bank, qui a été mise sur pied il y a quand même plusieurs années et qui avait pour but éventuellement d'être utilisée pour finalement prendre en collatéraux des terres, des bâtiments nationaux, des parties de territoire. OK? Donc, on fait face à des pays qui sont plus capables de rembourser leurs dettes, et puis vous avez ces banquiers internationaux privés qui se retournent de bord et qui disent « Ah, ben c'est parfait, vous n'avez pas d'argent à payer votre dette, c'est bon. Écoutez, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre tel parc national, on va prendre 2-3 îles là, on va prendre 3-4 monuments historiques, et puis vous allez mettre ça en collatéraux. Si vous n'êtes pas capable de payer pour emprunter de l'argent, ben nous, on va saisir ces morceaux de territoire-là, ces forêts, puis tout. » Et puis, écoutez, c'est tellement vrai que vous avez un sondage gouvernemental en Angleterre qui a été fait, qui a trouvé que 84% des Britanniques étaient d'accord que des forêts devraient être gardées, en fait, par une propriété publique pour les générations futures. C'est-à-dire que vous avez seulement 16% qui étaient d'accord pour que, justement, ces forêts et ces morceaux de territoire national soient donnés en dommages collatéraux aux banquiers privés. Alors, vous voyez là que c'est des choses qui ne sont pas encore là des théories de conspiration, mais c'est bel et bien des faits. On est en train de dire à plusieurs pays comme aux États-Unis, au Canada, en Europe, on est en train de dire, écoutez, si vous n'êtes pas capable de payer votre dette, donnez-nous des forêts, donnez-nous différents trucs comme ça, des édifices publics, des endroits publics, comme garantie. OK? Donc, voilà, quand même assez particulier. Vous savez, vous devez comprendre que justement, ce n'est pas ces gouvernements-là, de toute façon, qui détiennent ces forêts. C'est la population. Les gouvernements sont juste et seulement que ceux qu'on engage pour en prendre soin. Mais ils n'ont aucun droit de vendre ces forêts. Dans le même exemple, imaginez un concierge dans une école qui voudrait vendre le bâtiment où il nettoie les planchers. Comprenez? C'est un peu la même affaire, là. Donc, voilà. La fin de l'euro, dans un autre article ici, on parle de l'Irlande qui est en train de penser ou de commencer à imprimer des nouvelles notes. Alors, des notes qui sont produites par eux-mêmes au lieu de ces banquiers privés qui, finalement, sont derrière l'euro. Vous avez en Islande plus de banquiers encore qui ont été mis sous arrestation. Alors, vous avez plusieurs raids de policiers qui se sont produits. On a arrêté des gens, la Banque centrale d'Islande, qui ont été parmi, d'ailleurs, les institutions sous enquête. Alors, ça se poursuit. On met des gens en prison en Islande, des banquiers privés, justement. On n'a pas encore commencé ça. Et puis, on va se diriger vers notre dernier sujet de l'émission. C'est justement les soulèvements populaires, des fois violentes. Hein, ces protestations violentes qu'on a vues en Tunisie, en Algérie, en Égypte et dans d'autres pays qui ont été causées bien souvent à cause de ces prix de la nourriture qui augmentent de façon
accéléré dans le monde. OK? Et puis ça, on en a parlé beaucoup. Et puis on va continuer d'en parler. Pourquoi? Parce que c'est pas terminé. Le prix de la nourriture continue d'augmenter et va augmenter tout le long de 2011 selon tous les indices disponibles. Et vous devez comprendre que justement, c'est un élément majeur de les soulèvements qui sont en train de se propager partout à travers la planète. Vous avez différentes maintenant nations de l'Afrique du Nord qui sont engagées maintenant dans cette traînée de poudre. Vous avez plusieurs manifestations en Afrique qui se sont étendues au Golfe Persique, qui est un omen, qui est un augure de ce qui est à venir. Des implications négatives aussi des prix du pétrole. Il faut comprendre ça. Parce que là, écoutez, le pétrole, lui, évidemment, qui va influencer le prix de tous les biens à la consommation. Donc, vous avez d'autres articles ici qui parlent de ça. Vous avez, écoutez, différents personnages, des globalistes comme Robert Zoellick de la Banque mondiale qui, lui, pousse pour plus de stabilité globale dans les marchés de la nourriture. Parce que, selon lui, il est clair que ceci est une raison. C'est une raison pour laquelle les gens vont éventuellement se révolter. C'est une crise de la nourriture réelle qui a été créée par les mêmes personnes qui maintenant vous apportent des solutions. Ils vous disent, attendez, là, c'est dangereux, là, on a des prix de la nourriture qui augmentent beaucoup trop, on atteint des records, là, je veux dire, c'est pas bon. Sauf que c'est ces gens-là qui, avec leur politique, finalement, ont créé cette situation-là. Donc, des articles là-dessus. Aussi, on parle de pénurie de nourriture qui pourrait créer justement une crise globale. Donc, on parle encore de ça dans un autre article ici. Confirmer la chaîne alimentaire qui a été tirée à la limite. Alors, encore là, on parle de l'inflation de la nourriture. On parle du manque de nourriture. Ensuite, vous avez un analyste, ici on dit le plus grand risque pour les prix de la nourriture qui pourrait exploser. Ça a été publié chez CNBC. Alors, vous avez des marchés comme ça qui sont en train de chauffer, en Chine particulièrement, qui posent une menace à tous les marchés de la situation politique en 2011. C'était selon Philippe Gitzel, qui est à la tête là, de BNP Paribas Fortis Global Market. OK, donc, écoutez, là, je veux dire, vous en avez vu plusieurs articles comme ça. On parle de l'Algérie ici, au Mexique, en Égypte. Vous avez plusieurs régions urbaines comme en Chine et en Inde où on dépense plus de la moitié des revenus sur la nourriture, comparé à 10% avec les pays riches. Alors, vous imaginez que si la nourriture double de prix dans ces pays-là, ben, ça veut dire que l'entièreté de leur budget va passer sur la nourriture. Il ne restera plus d'argent pour mettre de l'essence dans la voiture ou même se loger. Comprenez qu'à un moment donné, quand on parle de la Chine et de l'Inde, là, on parle de pas loin de la moitié de l'humanité, là, en termes d'humains. Imaginez si ça commence à partir en feu puis à s'agiter. Il faudrait peut-être être un petit peu lucide dans ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc, vous allez voir plusieurs articles à cet effet-là, les élites globales qui poussent pour affamer le monde, puis contrôler la nourriture. Alors ça, on parle ici des globalistes, là, et puis des compagnies comme Monsanto, et puis de l'agro-business, des grands géants de l'agro-business qui se mettent ensemble maintenant et qui contrôlent une grande partie de la chaîne alimentaire avec les semences et tout ça. Vous avez eu des soulèvements au Chili à cause justement des prix du pétrole et de la nourriture qui augmentent. Vous avez des vidéos, allez voir ça. Voilà, on fait une dernière petite pause musicale et puis on revient tout de suite après pour la fin du dossier des révolutions au Moyen-Orient, aussi en Afrique du Nord.